On se retrouve sur iTélé pour le premier débat des porte-paroles des candidats à la primaire de la droite. Bonsoir messieurs. Je ne vais pas vous présenter de gauche à droite, mais de droite à droite, puisqu'il s'agit évidemment de la primaire de la droite. Benoît Apparu, bonsoir. Vous allez représenter ce soir Alain Juppé. Jérôme Perra, bonsoir. Bonsoir. Porte-conseiller de Nathalie Kosciusko-Morizet. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Vous êtes candidat. Bonsoir, oui. Vous représentez. Et ravi d'être là, merci. Soir. Et Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Parole de Nicolas Sarkozy. Si vous le voulez bien, notre débat va se dérouler sur une trentaine de minutes en plusieurs parties. On va essayer de respecter un équilibre des temps de parole. En premier, on va aborder les sujets de société. En second, la lutte contre le terrorisme. En troisième, l'économie. En quatrième, la méthode de gouvernance. Elle est essentielle. Le premier sujet, évidemment, en raison de l'actualité, c'est le sujet qui tourne autour de l'immigration. Nicolas Sarkozy est en visite actuellement à Calais et dans la région. Il demande le rétablissement systématique des contrôles à toutes les frontières du pays pour que la France ne soit pas submergée par les migrants. Il critique aussi la démission de l'État. La première question que je vous pose rapidement. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut renégocier les accords du Touquet, les accords bilatéraux entre la France et la Grande-Bretagne? Réponse oui, les accords du Touquet qui ont été signés, je crois, par Nicolas Sarkozy lui-même, doivent être renégociés. Je crois qu'il disait ce matin que la frontière ne peut pas être à Calais, mais doit être en Angleterre. Apparemment, il avait une position différente il y a quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas bien grave. Mais effectivement, ces accords doivent être évidemment renégociés parce que la frontière, elle est à Douvres, elle n'est pas à Calais, et donc c'est aux Anglais de gérer cette difficulté-là. Un point de détail, peut-être pas de si détail. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à Faucon, on va tout renégocier et les Anglais feront comme on leur demande. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc il faudra engager cette négociation, mais ne faisons pas croire que dans claquement de doigts, on y arrivera. D'accord. Jérôme Perra, même position sur ces accords du Touquet? Bien sûr, ces accords doivent être renégociés. C'est l'évidence et je crois que les Français le demandent aujourd'hui. Tout le monde le demande. Mais l'échelon pertinent est-il national, est-il binational? Il est européen. Et naturellement, c'est à l'échelle européenne qu'il faudra trouver à long terme. Naturellement, on ne peut pas dire aujourd'hui tout de suite, ici, l'Europe, c'est une solution, parce que pour beaucoup de Français, ce n'est pas une solution. Mais à terme, après un certain nombre de mesures nationales qui, en soi, ne peuvent pas créer une solution globale, il faudra un niveau de travail européen. Jean-Frédéric Poisson, est-ce qu'il faut aller après un peu plus loin et durcir les conditions des demandeurs d'asile? Les accords du Touquet n'auraient jamais dû être signés parce qu'ils conduisent à faire porter la responsabilité de la police anglaise sur la police et les services français. Et ça n'est pas acceptable. Deuxièmement... Moyennant finance, hein, encore une fois, on parle bien de sommes d'argent versées par la Grande-Bretagne à la France. On ne transfère pas, même moyennant finance, la responsabilité d'un État qui relève de la souveraineté vers un autre État. Ça n'est pas ma conception de l'organisation de l'État. Je pense par ailleurs que je suis un eurosceptique inguérissable, donc je milite pour la remise à place des accords de Schengen depuis longtemps, mais j'ajoute qu'il est illusoire de rétablir les contrôles aux frontières si nous ne sommes pas capables collectivement d'assurer un contrôle extérieur des frontières européennes. Ça nécessite que l'Europe se désengage d'un certain nombre de choses et qu'elle réinvestisse collectivement la question de la protection extérieure de ses frontières. Éric Ciotti, sur ces accords négociés par Nicolas Sarkozy à l'époque. Sous la présidence de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Pourquoi ces accords? Parce que c'était l'ouverture d'une frontière terrestre avec le tunnel sous la Manche. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de changer la frontière. La frontière, elle est dans le tunnel, elle est au tunnel. C'est de dire à nos amis britanniques qu'il faut qu'ils prennent leur part dans le contrôle de ceux qui demandent l'asile ou qui demandent d'aller travailler, vivre en Grande-Bretagne. Donc ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est renégocier les accords pour que les Anglais installent aujourd'hui un centre d'accueil des demandeurs d'asile côté britannique. J'étais ce matin avec Nicolas Sarkozy, c'est une situation ahurissante. On a assisté à des contrôles. Dans un camion, il y avait 13 migrants. Des camions qui sont attaqués chaque nuit. Calais, c'est une jungle sur le territoire de la République. C'est insupportable. C'est le symbole du recul de l'autorité de l'État. Donc, il faut arrêter ça. Il faut démanteler Calais. Il faut en même temps éloigner ceux qui ne sont pas des demandeurs d'asile. Et il y en a beaucoup. Il y a aujourd'hui quasiment aucun éloignement. Les policiers nous disaient, chaque jour, ils arrêtent souvent les mêmes personnes. 18 000 migrants ont été interpellés rien que dans la zone du port de Calais où on était ce matin. 18 000 depuis le 1er janvier, ça veut dire. Et un migrant disait qu'il venait quasiment chaque jour. Il essayait chaque jour. Est-ce qu'il faut durcir les conditions pour les demandeurs d'asile? Bien entendu. Aujourd'hui, on est dans un système qui ne fonctionne plus. Demander l'asile permet quasiment à un migrant d'obtenir au bout d'un long parcours un titre de séjour. La Cour des comptes a dit 5%
des déboutés du droit d'asile, donc ceux qui ne bénéficient pas du statut de réfugié. Et on est attaché au statut de réfugié, c'est l'honneur de la France d'accueillir les opprimés, ceux qui sont victimes de persécutions dans leur pays. Mais là, ceux qui sont déboutés, l'asile est devenu une forme légale pour l'immigration illégale. 80 000 demandes l'année dernière, 100 000 cette année, quasiment aucun éloignement. C'est un système qui est, par sa puissance et sa montée en puissance, extraordinairement dangereux. Qui n'est pas d'accord avec ça? Benoît Apparu. Peut-être 2 remarques. Première remarque, c'est pas durcir, c'est juste appliquer les règles. Ça fait faire vite. Aujourd'hui, c'est 24 mois en moyenne pour étudier un dossier d'asile. Si on ne le fait pas en 3 mois, comme en Allemagne, nous n'arriverons jamais à éloigner Et comment on fait? celui... Dans un claquement de doigts? Ce n'est pas un claquement de doigts en l'occurrence, c'est mettre le personnel nécessaire dans l'institution qui gère hier l'OFPRA, qui gère la demande d'asile. Il y a un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la liste des pays sûrs. En gros, aujourd'hui, il nous faut une liste validée sur le plan législatif Et européen. et européen bien évidemment, qui disent en gros tel pays, tel pays, tel pays, on ne prend pas en asile. Exemple, le Kosovo est sur une liste équivalente en Allemagne, pas en France. Si on veut réduire ces délais, il faut soulager la Commission avec cette liste des pays sûrs pour avoir un traitement équitable mais beaucoup plus rapide des autres nationalités. Mais il faudra changer les règles aussi. C'est des règles aujourd'hui qu'a fait voter ce gouvernement qui sont totalement à l'encontre de ce délai, notamment l'appel pour les demandeurs d'asile. Ça, il faut le revenir. 7 jours, demander l'asile immédiatement, il faut le rendre obligatoire. On peut demander 1 an après être arrivé en France. Que dit Nathalie Kosciusko-Morizet là-dessus, Jérôme Perrin? Les règles sont mal appliquées, très mal appliquées, et dans des délais, comme vient de le dire Benoît, qui sont absolument ridicules, avec en plus des résultats qui font que le droit d'asile n'est plus crédible. C'est un statut qui permet de rester en France parce qu'on n'a même pas le droit de travailler pendant qu'on attend son statut, alors que certains, puisqu'ils sont résidents légaux en France, pourraient à bon droit vouloir travailler. Donc évidemment, il faut au plan européen se mettre d'accord, mais ça doit être une priorité. Effectivement, le cas du Kosovo, c'est quand même un pays qu'on connaît, qui est quand même pas très loin, sur lequel il est aberrant que les Européens n'aient pas la même vision et la même définition de ce qu'est un demandeur d'asile ayant droit ou n'ayant pas droit. Niveau européen, niveau national, rapidité des solutions. Jean-Frédéric Poisson, vous avez des différences avec vos Oui, collègues? je crois qu'on est dans la gestion avec tous ces aspects. Et ce que les échanges ici n'abordent pas, c'est la question fondamentale de savoir ce que nous voulons et ce que nous attendons d'un éventuel flux de migrants qui viendraient en France. Qu'ils viennent pour des raisons économiques, pour des raisons sociales tout simplement, pour des raisons de pauvreté, il y a différents motifs. Et il me semble absolument indispensable de clarifier d'abord cet aspect. Nous avons sans doute besoin d'immigration économique modérément. Nous ne sommes pas en situation aujourd'hui en France d'accueillir dans des conditions décentes tous les migrants qui viennent, quel que soit le motif. La réalité est celle-là. Et on constate un effet de ras-le-bol des Français qui voient dans leur territoire, dans leur quotidien, venir des gens d'un peu partout. Ils savent parfaitement que beaucoup d'entre eux n'ont rien à faire sur le territoire parce qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Et en définitive, nous sommes devenus incapables de rassurer notre propre peuple sur le fait que, n'entre pas en France qui veut, n'y reste pas qui veut, et n'y vient pas, n'y reste pas pour le motif qu'il veut. Et donc, il me semble que, à propos des migrants qui sont à Calais, j'ai visité, moi, Calais bien avant l'ouverture de la campagne officielle des primaires, j'y étais cet hiver. Je me suis dit en arrivant, ça n'est pas possible, ça n'est pas la France. C'est incroyable qu'on tolère quelque chose comme ça sur le territoire national. J'y ai vu des choses extrêmement émouvantes, mais très graves, parce que il y avait là des milliers de personnes déjà, 1500, 1600 policiers et gendarmes qui en permanence sont autour de ce camp, alors qu'on en manque dans nos campagnes et dans nos territoires. Donc la question de fond, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire que la France doit continuer d'être un pays massif d'immigration? Je pense que non. Et je pense qu'au-delà du droit d'asile et des réglementations, nous devons absolument mettre fin à cette immigration massive. On va avancer un petit peu parce que la question de l'identité, elle va être au cœur de cette campagne de la primaire, avec la question de l'intégration ou de l'assimilation. Nicolas Sarkozy a provoqué d'énormes réactions, Éric Ciotti, cette semaine en parlant de nos ancêtres, les Gaulois. Pourquoi est-ce que ça clive autant sur ce sujet-là, sur l'assimilation ? Le débat qu'a suscité Nicolas Sarkozy m'étonne par son ampleur. C'est vrai qu'il y a eu un concert de bien-pensance, alors que Nicolas Vous dites ça pour Alain Juppé, donc Benoît Apparu qui est en face de vous? Je dis pour tous ceux qui ont réagi. Nicolas Sarkozy n'a fait qu'exprimer un principe qui est, je dirais, presque aussi ancien que la République, qui était dans tous nos manuels d'histoire,
nos ancêtres, les Gaulois. Et c'était... Pas tout à fait ce qui a été dit, mais... Et il a rajouté d'ailleurs que lui-même, son père était hongrois, son grand-père était grec, et lorsque l'on vient dans un pays, l'exigence, c'est d'épouser la culture de ce pays, se fondre dans le roman national. Bien sûr, les Gaulois, c'est un symbole, mais c'est un symbole de l'histoire de France, et c'est aussi le moyen de dire sortons de nos difficultés. Aujourd'hui, l'immigration trop nombreuse, et j'approuve ce que dit Jean-Frédéric Poisson, c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Sarkozy veut suspendre le regroupement familial et arrêter Schengen aujourd'hui. Mais ce que nous disons, ceux qui viennent en France doivent s'adapter à la culture française. Ceux qu'on accueille, ils doivent s'intégrer à la culture, au mode de vie Encore français. un mot sur assimilation et S'intégrer ou s'assimiler? intégration. S'assimiler. D'accord, parce que comme tu viens de dire s'intégrer, c'était pour... Alain Juppé n'est pas d'accord, Benoît Apparu. Aujourd'hui, Je ne s'assimiler. vais pas revenir sur les Gaulois. Alain Juppé. Je suis basque, donc je ne me sens pas concerné. Et je suis d'origine basque. Il y a plein de Corses, plein de On n'a pas des Martiniquais, origines plein d'Européens. régionales. Et donc, on est tous français, c'est ça la mais différence. personne ne te dit le C'est contraire. ça ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Je suis... Les étrangers, il n'y a pas d'identité régionale. Étrangère, il y a une identité française. Il y a une identité française. C'est ça. Simplement, cette identité française, pour qu'elle soit forte, puissante, elle mélange des origines. Des Celtes en Bretagne, des Basques au Pays Basque, des Corses en Corse et des Martiniquais en Martinique. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous n'avons pas le même amour du drapeau alors que nos origines sont différentes? C'est ça qui a fait la force de l'histoire française. Des origines différentes, mais le même amour des valeurs et du drapeau. C'est ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Oui, bien évidemment. C'est ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui chez beaucoup de jeunes Français juridiquement. On est bien d'accord, mais Hélas. oui, il faut que l'on retrouve cet amour d'être français. C'est ça le principe de l'identité heureuse. Mais sans nier les origines, sans nier les différences. Il y a d'ailleurs de très beaux textes dans un livre publié en 2003 par Nicolas Sarkozy, qui fait cette différence entre l'assimilation qu'il rejette et l'intégration qu'il préconise, parce que justement, notre histoire est ainsi faite, et de ce point de vue-là, il y a un point de divergence lourd entre nous. Nous considérons chez Alain Juppé que les origines qui sont diverses sont des richesses, à une condition, c'est que nos valeurs principales soient non négociables par quiconque. Et c'est comme ça qu'on trouvera un équilibre pour retrouver le bonheur d'être français. Le point de vue de Nathalie Kosciusko-Morizet avec vous, Jérôme Perra. On glisse. On parlait de situations humaines catastrophiques. Parce que Calais, c'est pas la France. Mais Lampedusa, c'est pas l'Europe non plus. Il faut voir quand même d'où viennent ces gens, ce qu'ils ont fui comme misère, ce qu'ils ont fui comme guerre. Et le fardeau que supporte la France n'est pas de loin le plus important dans les pays européens. Mais ça ne doit pas nous satisfaire. Sur l'identité, on peut parler d'identité nationale sans avoir une obsession identitaire, sans que ce soit le préalable à tout débat. Tous les Français sont attachés à l'identité française. Tous intègrent, tous, ceux de métropole, ceux des Antilles, ceux d'ailleurs, tous intègrent fortement l'identité française. Est-ce qu'on peut débattre sans que ça soit le préalable, parfois très réducteur, extrêmement réducteur à tous les débats? On peut parler des Gaulois, on peut parler des Celtes, on peut parler de tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi parler d'avenir. Cette obsession du rétroviseur sur qui sommes-nous, d'où venons-nous. Il y a aussi quelque chose à construire dans la société française, dans l'identité française, dans le projet France. C'est ça l'avenir. Monsieur Passon, vous partagez la phrase de Nicolas Sarkozy sur les Non, les parce Gaulois que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on se paye de mots. Et je voudrais prendre comme exemple la manière très remarquable, eu égard au débat que nous sommes en train d'avoir, sur l'évolution de la communauté juive depuis l'Empire et Napoléon Ier. Est-ce qu'on doit dire que les Juifs en France sont assimilés ou est-ce qu'ils sont intégrés? Je ne sais pas faire cette différence. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'époque, il n'y a pas très longtemps, je vais pendant quelques secondes regarder dans le rétroviseur malgré tout, mais je vais rapidement changer de direction. Il y avait des motifs de vouloir appartenir à la communauté nationale. Il y avait dans toutes les écoles de France et de Navarre, y compris au Pays Basque, enseigné les raisons d'être fiers d'appartenir à cette communauté. On montrait la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un très grand pays. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Un très grand pays. Non, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on enseigne plutôt la détestation de la France dans les écoles. Tout ça est relayé aussi par un certain nombre d'intellectuels dans le débat public. Malheureusement, ce problème est très profond parce que tout ce que j'entends là, moyennant qu'on se mette d'accord sur les mots, mais tout ça est flou à mon avis, nécessite qu'au préalable, on enseigne dans les écoles de France à nouveau tous les motifs qu'il y a d'aimer la France. Il y a un préalable éducatif à tout cela. On ne réglera pas cette question simplement
par une loi, des textes que d'ailleurs je serais bien en peine de pouvoir écrire précisément aujourd'hui parce que ça n'est pas la question. Mais il nous reste une vingtaine de minutes, on va passer au chapitre 2 si vous le voulez bien, la lutte contre le terrorisme. Vous êtes tous d'accord à peu près sur la lutte contre la radicalisation, l'encadrement des imams et de la formation des imams, la fermeture des mosquées salafistes, l'augmentation des effectifs de la police et la réforme des services de renseignement. En revanche, vous avez de grandes différences sur le traitement des fichiers S. Ils sont une dizaine de milliers dans notre pays. Nicolas Sarkozy est pour leur enfermement, il balaye des arguties juridiques par rapport à un état de droit. Alain Juppé, au contraire, refuse un Guantanamo à la française. Quelle solution il propose alors, Benoît Apparu? La Constitution n'est pas une argutie juridique. La Constitution, c'est justement l'affirmation des valeurs et des principes de la République française. Premier élément. Deuxième élément, ce que nous proposons, c'est quoi? Sortons de ce débat sur les fichiers S qui ne veut strictement rien dire. Il y a de tout et de rien dans ce fichier qui est en train d'être refondu. Il y avait 20 000 personnes fichiers S il y a quelques mois. Le fichier est en train d'être revu autour de 10 000. Et la question, c'est de savoir qui est dans ce fichier S et quelle est la qualification de dangerosité des personnes qui sont dans ce fichier S. Premier élément. Deuxième élément, ce qui nous paraît essentiel, c'est quoi? Il y a aujourd'hui des motifs permettant d'aller directement au tribunal, sans se poser la question de savoir s'il faut faire de la rétention administrative ou pas. Exemple, quelqu'un qui revient du djihad, quelqu'un qui consulte régulièrement des sites djihadistes, on peut directement aller au tribunal. Il suffit d'une instruction ministérielle du ministère de la Justice au procureur. Deuxième élément, nous avons probablement, en termes de services de renseignement, besoin de suivre un certain nombre de personnes considérées comme dangereuses pour remonter les réseaux. Troisième élément, dans le cas de l'état d'urgence, nous avons la possibilité de faire de la rétention administrative sur des durées courtes pour des personnes qui sont jugées comme dangereuses ou en passe de commettre un attentat. Là où effectivement nous considérons qu'il y a une limite, c'est ce qui consiste à dire un fichier S, je le mets 3 mois, si j'ai bien compris la proposition, en rétention administrative. Et si au bout de 3 mois, je considère qu'elle est toujours dangereuse, je continue 3 mois. Je m'arrête quand? Sans intervention du tribunal. C'est là, me semble-t-il, où il y a un problème. Il y a une vraie différence là, pour le coup, avec Benoît Apparu, sur ces questions de lutte contre le terrorisme. Il y en a aussi, et ça rejoint notre volonté de mieux adapter nos valeurs à la lutte contre le terrorisme, sur la question du multiculturalisme. Débat, un mot là-dessus. Nous ne sommes pas pour une société multiculturelle. Justement, nous avons besoin pour que ces jeunes qui aujourd'hui ont la haine de la France, du drapeau, et c'est un moyen de regarder l'avenir, on leur réapprenne justement ce qu'est l'amour de la France. Mais sur cette question, il y a une vraie différence. Nous voulons changer les règles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos règles sont efficaces? 240 morts, est-ce qu'on peut se contenter, comme le fait le gouvernement finalement, de dire le cadre est le bon. Nous disons il faut changer de cadre. Il faut changer de méthode. Pas de caricature, c'est pas du tout ce qu'on dit que le cadre est le bon. C'est pas ce qu'on dit. Mais vous dites qu'il ne faut pas changer de la loi ni la Constitution. Sur le plan des fichiers S, on est bien d'accord. La Constitution, c'est pas quelque chose qui est figé. Elle a été modifiée des dizaines de fois sous la Ve République. Beaucoup trop. Le général de Gaulle lui-même a fait des modifications, notamment lorsqu'il a créé la Cour de sûreté de l'État avec les attentats de l'OAS. Aujourd'hui, c'est quoi les fichiers S? C'est des gens sur lesquels pèsent des menaces. Je suis d'accord avec Benoît Apparu. Il y a dans ces personnes 11 000, toujours sur la radicalisation islamiste, et dans le fichier des radicalisés, il y a à peu près 11 000 personnes. Il y a des cas très différents. Mais on sait qu'il y a plusieurs centaines de personnes extraordinairement dangereuses qui ne sont pas encore passées à l'acte, mais qui risquent de passer à l'acte. Et ce que nous disons, c'est un principe de précaution. Lorsqu'on connaît la dangerosité d'une personne, prenons des précautions pour éviter qu'elle ne passe à l'acte. C'est ça. Ce qui nous importe, c'est pas le droit des terroristes, c'est la liberté, la sécurité des Français. C'est ça qui nous différencie. Nous disons, arrêtons de nous cacher derrière une forme de pudeur qui confine à l'impuissance. Agissons lorsqu'on connaît le danger. On le regarde, on l'identifie et il faut agir. Et c'est pour ça qu'on propose cette rétention administrative. On l'a caricaturé, c'est pas Guantanamo. Il y a un juge, je défendrai une proposition de loi à l'Assemblée nationale dans quelques jours. C'est de dire, comme pour les malades psychiatriques, on nous dit qu'il faut changer la Constitution. Pourquoi il y a 70 000 personnes chaque année qui sont internées dans un cadre administratif parce qu'elles sont dangereuses pour des raisons psychiatriques? Mais au bout de 7 jours, il y a l'intervention d'un juge. Au bout de 7 jours, il y a l'intervention d'un juge. Nous proposons au bout d'un mois la même chose. Donc ne caricaturons pas les choses. De la rétention administrative. Mais il y a une différence de fond. C'est pas de la rétention administrative, c'est l'intervention judiciaire, donc c'est pas de l'administratif. Non, Or, il on m'avait est semblé, dans un cadre préventif.
il m'avait semblé... Quand on est dans le judiciaire, c'est que l'acte, il y a déjà un commencement de passage à l'acte. Là, on est dans la précaution. D'accord. Donc si on est dans la rétention administrative et purement administrative, ça veut dire qu'il n'y a donc pas d'intervention du juge. Ou alors, si c'est effectivement uniquement 7 jours de rétention administrative et ensuite un juge prend la décision de continuer ou pas, on est passé dans le domaine judiciaire. Or, il m'avait semblé, à écouter Nicolas Sarkozy, que ce qu'il souhaitait, que je peux comprendre, c'est pas ma position, mais que je peux comprendre, qu'il ne souhaitait justement pas d'intervention judiciaire. Décision. On termine là-dessus. Je passe la parole à Jean-Frédéric Poisson. Le contrôle et la prolongation, c'est un juge. Vous voyez Monsieur bien qu'on est encore là sur des aspects de gestion de ce problème. Moi, je reste très gêné en principe par le fait qu'on puisse enfermer en France des personnes qui ne sont condamnées à rien et sans intervention de la justice. Ça dépasse ma conception du droit et les malades psychiatriques. Comme l'a dit justement Benoît Apparu tout à l'heure, il y a intervention d'un juge rapidement, et là on est dans un cas de pathologie qui est, à mon avis, une situation très différente. Pour le coup, je vous croirais, mais pas moins grave, lorsque on mettra également sur la table, pour régler la question du terrorisme, le problème de l'équilibre de nos relations internationales. Qu'est-ce qu'on va faire de nos relations avec les Saoudiens, les Qataris et les Turcs? Est-ce qu'on est prêt à faire en sorte que les Russes soient aidés dans leur effort pour essayer de réduire aujourd'hui le califat et Daesh? Troisièmement, est-ce que nous ne sommes pas au bout des solutions juridiques et sécuritaires sur cette question? J'ai été le seul député de l'opposition à voter contre la prolongation de l'état d'urgence en juillet dernier. Je l'avais déjà fait d'ailleurs les 2 fois précédentes parce que je ne crois pas que ça serve à quelque chose. Je pense que la question est d'ordre culturel, elle est éducative. Et Daesh recrute, je viens de passer 6 mois à présider la commission d'enquête sur les moyens de Daesh à l'Assemblée nationale. Daesh recrute sur un fond de désespérance, d'incapacité ressenti d'adhérer à quelques projets que ce soit. La racine est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas intervenir, je ne dis pas qu'il ne faut pas contraindre les méchants, je ne dis pas que la police ne doit pas harceler ceux dont on considère qu'ils représentent un danger. Et croyez-moi, lorsqu'il s'agit de harceler, au bon sens du terme, des caïds du milieu, des bandits présumés ou réels, la police sait parfaitement le faire. Il y a une expérience très longue de ce genre de traitement dans nos services policiers, c'est heureux. Donc on applique ces méthodes et ensuite réglons la question culturellement et politiquement, mais pas d'abord sur le plan sécuritaire et juridique. Qu'en pense Nathalie Kosciusko-Morizet? Qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? On doit pouvoir parler des fichiers S sans se jeter à la tête le droit des uns, le droit des autres. Et l'arsenal juridique français, y compris la façon de faire évoluer la loi, voire la Constitution, permettent de faire les choses dans l'ordre et dans la règle. On a eu ce soir effectivement une clarification sur l'internement systématique et généralisé des fichiers S, dont on voit bien que ce n'est pas une mesure ni facile à mettre en œuvre, ni facile à faire rentrer forcément directement dans le droit. Mais le droit, justement, il faut le faire aussi évoluer, mais évoluer sans... dans l'immédiateté. Il y a un certain nombre de mesures d'urgence que tout le monde comprend et conçoit. Mais il y a aussi la volonté, comme le propose Nathalie, de faire évoluer, de se donner les moyens de lutter. Par exemple, dans les mosquées, c'est pour ça qu'elle va déposer la semaine prochaine une proposition de loi pour interdire le salafisme. Ça, je ne sais pas comment ça marche. Simplement un mot, c'est une réalité, le salafisme dans les mosquées. Et jusqu'à présent, on ne peut pas se mêler, puisqu'il n'y a pas de fondement dans le principe de la légalité des délits et des peines, ça c'est dans la Constitution, on ne peut pas condamner pour salafisme actif sans une base légale. C'est sa proposition de loi. De la même manière, je te rejoins, il faut poser la question d'un certain nombre de relations internationales de la France, de l'Union européenne et des yeux fermés parfois. Très bien. Trop souvent. On passe au chapitre économie, vaste chapitre, fiscalité, déficit, chômage. Est-ce qu'il y a des différences réellement dans les programmes de vos candidats respectifs? Sur les impôts, est-ce que vous êtes tous d'accord pour un choc fiscal, en cas d'alternance évidemment en 2017, qui porterait 1 sur les ménages, 2 sur les entreprises, ou 1 sur les entreprises, 2 pour les ménages? Je passe la parole à Éric Ciotti pour Nicolas Sarkozy. C'est important. Nicolas Sarkozy porte la volonté d'impliquer tout de suite, dès l'été 2017, un contre-choc fiscal, à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Sur les ménages, baisse de 10% des taux des tranches de l'impôt sur le revenu, c'est un coût de 7 milliards d'euros d'allègement d'impôts. Sur les entreprises, c'est une diminution immédiate de 34 milliards d'euros de charges. 34 milliards d'euros, c'est une part du CICE qui est affectée à la baisse des charges et c'est le doublement de ce montant. Et en même temps, sur les ménages, il y a également l'exonération des charges pesant sur les emplois familiaux. Donc il y a cette volonté de porter immédiatement
une baisse des charges et des impôts de l'ordre de 40 milliards d'euros. Les Français ont supporté 50 milliards d'euros supplémentaires du fait des socialistes. On est différent. Comment peut-on aller devant les Français après ce choc d'une telle brutalité et dire, comme le font certains candidats, nous, on ne va pas baisser les impôts, on va même les augmenter avec une augmentation de la TVA, je crois, chez certains de... Alors, je pense que le camp d'Alain Juppé est visé, là. J'ai le sentiment d'avoir été visé, donc je vais répondre. Pas du tout. On peut essayer. Il y en a d'autres. Tout à Je fait crois d'accord. qu'Alain On Juppé peut veut essayer. augmenter la TVA, mais On peut essayer François d'éviter Fillon de caricaturer les propositions des autres. Nous avons, chez Alain Juppé, une proposition, effectivement, de baisse des impôts. Simplement là où nous avons effectivement une différence, c'est que, vous savez, en politique, quand vous voulez vous faire applaudir dans un meeting, vous dites, je vais baisser les impôts tout de suite, dès maintenant. J'explique pas comment je finance, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Et surtout, on va avoir exactement le même problème. On l'explique. Je vais y revenir. On a exactement le même problème que d'habitude. La France est la championne du monde, pendant les élections, des baisses d'impôts. Ensuite, on fait la baisse d'impôts, on espère que la baisse d'impôts va générer de la croissance qui permettra de réduire les déficits. Résultat, on a toujours plus de déficits. Il y a un moment, il faut sortir de cette hypocrisie politique en disant on fait d'abord les économies et ensuite on fait la baisse d'impôts. Mais continuer à dire, comme on le fait en France, on rase gratis, on baisse les impôts sans expliquer où on trouve les économies et en les renvoyant à plus tard, ce n'est pas de notre point de vue sérieux et efficace. Pour ce qui nous concerne, il y a un deuxième point de divergence avec les propositions économiques de Nicolas Sarkozy sur ce point-là. Nous estimons que l'effort fiscal doit être porté principalement sur ceux qui créent des emplois. Parce que le problème économique majeur de la France, c'est le chômage. Et donc, nous proposons effectivement, après l'avoir financé, c'est-à-dire après avoir fait les économies, de réduire l'impôt sur la société. Donc, dans quel délai ? Ça fait que c'est quoi comme délai après avoir réduit les déficits ? Ça veut dire que, grosso modo, il faut d'abord prendre les décisions et générer les économies pour éviter de creuser le déficit. Sinon, là encore, on n'est pas crédible. Et donc, nous proposons une loi fiscale dès le début du quinquennat pour dater les baisses d'impôts, IS principalement, et ensuite une réorganisation, c'est pas une baisse, mais une réorganisation des charges qui pèsent sur les entreprises pour les concentrer au niveau du SMIC et avoir une proposition à 0 SMIC que là on peut mettre en place tout de suite, parce que là ça ne coûte pas d'argent, les 40 milliards de baisse de charges, ils existent, on les réoriente sur les très bas salaires. Un mot de Jérôme Perra pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, on est content que ce ne soit pas un débat simplement entre les idées des porte-paroles Vous êtes présente des uns ou des autres. Il manie en l'occurrence des concepts, y compris celui de choc fiscal, que Nathalie, sous quelques ricanements, il y a un peu plus d'un an, a proposé, notamment le choc fiscal de 100 milliards dans sa proposition à elle, au profit immédiat, pour le coup, des créateurs d'emplois et des entreprises. Et elle maintient naturellement cette proposition très très forte, qui s'accompagne d'un aménagement de la fiscalité aussi pour les ménages, au fur et à mesure que l'État des finances le permettra, et aussi dans l'économie, la prise en considération qu'on ne peut pas simplement continuer à se jeter à la tête des vieilles recettes. Il y a un phénomène majeur dans l'économie française comme dans l'économie mondiale, c'est la numérisation, qu'on appelle vulgairement l'ubérisation. Ça fait que de plus en plus de Français, bientôt des millions de Français, sont des travailleurs indépendants, sans statut, et qui pour autant ont des revenus qui viennent de cette activité-là, voire ont des loisirs et des activités liées à cette activité-là. Et la proposition phare, en plus de ce que j'ai dit sur le choc fiscal chez Nathalie Kosciusko, c'est d'intégrer ces nouveaux travailleurs indépendants. Ils sont des millions, ils se reconnaissent quand on leur parle. Monsieur Poisson, on a le sentiment d'une surenchère. Il y a du 40 milliards, puis du 100 milliards, qui dit mieux. Merci de faire cette transition qui recouvre un peu les choses que je m'apprêtais à dire. Il faut se méfier d'abord des mesures fiscales spectaculaires qui sont prises en été au début d'un mandat et au début d'un quinquennat. Le quinquennat de 2007 sous ce rapport nous donne de très très mauvais souvenirs. Deuxièmement, il faut avoir en tête qu'il s'agit de se préparer au monde de demain. On ne fait pas de la fiscalité pour faire de la fiscalité, on ne la déconnecte pas du reste de la vie des Français. Moi, je ne sais pas m'engager sur des baisses d'impôts parce que, par ailleurs, je suis parfaitement conscient du fait que si un des enjeux de l'élection présidentielle et du mandat qui suit consiste dans notre capacité à redonner à l'État sa puissance régalienne et les moyens de son fonctionnement, consiste à redonner aux collectivités territoriales des moyens d'investissement, consiste à redonner aux familles de quoi vivre, rétablir les allocations familiales et le quotient familial qui ont été supprimés par le gouvernement socialiste, rétablir effectivement dans les entreprises des marges de manœuvre. S'il faut faire tout ça, je suis désolé de vous dire que proposer des endettements spectaculaires à coût de dizaines de milliards d'euros, ça, je ne sais pas le faire. En revanche, je pense que pour des questions de justice
il y a des choses à faire. Je plaide pour que tous les ménages français acquittent l'impôt sans exception, même de manière symbolique, parce qu'il y va de la dignité des contribuables avec le sentiment de participer à l'effort collectif. Je le répète, même de manière symbolique. Deuxièmement, je plaide pour la suppression totale de tous les allègements de charges, sans exception, dans les entreprises, avec une baisse à due concurrence des taux de cotisation sociale et patronale. Qu'est-ce que ça fait ? Ça redonne du pouvoir d'achat aux salariés, c'est quand même ça la question. Et deuxièmement, ça évite qu'on reste dans cette trappe à pauvreté. Vous savez, vous gagnez 1 400 euros, votre patron ne paye pas de charge. S'il décide de vous donner un salaire de 1 500 euros, il paiera les 100 euros de salaire plus l'intégralité des charges. Cette trappe à pauvreté ne peut pas fonctionner plus longtemps. Et je pense qu'il y a effectivement des modifications massives à entreprendre dans ce... On ne va pas pouvoir faire tout le détail de vos programmes respectifs. Il y a beaucoup de choses évidemment sur le chapitre économie. Il nous reste une poignée de minutes. Est-ce qu'on peut passer à la méthode de gouvernance ? Comment est-ce que vous mettez en place vos programmes en cas d'alternance, encore une fois, en 2017 par ordonnance, par référendum ? Qui prend la parole en premier, Monsieur Ciotti, peut-être ? Le référendum est une option que Nicolas Sarkozy a souvent prônée et qu'il n'exclut pas, naturellement. Il refuse la méthode des ordonnances parce que les ordonnances, on a vu ce que ça a donné en d'autres périodes, notamment en 1995. Les ordonnances, il y a 2 lois. Ça veut dire qu'il n'y a pas le débat à l'Assemblée nationale et qu'il y a le débat dans la rue. La méthode de Nicolas Sarkozy, c'est le courage, c'est la volonté d'aller très vite. Dès l'été 2017, 2 lois sur la réduction massive des impôts, je viens de les évoquer. Je rajouterai la baisse des droits de succession qui est très importante. Et en même temps, une loi de programmation budgétaire qui prévoit 100 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques, notamment sur les retraites, avec l'augmentation de l'âge du départ en retraite. Donc je le dis à Benoît Paru, ces baisses d'impôts qui paraissent indispensables et qui sont même l'essence d'un projet qu'on doit porter après 5 années de socialisme, elles sont totalement financées. C'est un projet crédible. Donc je comprends bien que les 100 milliards sont économisés tout de suite. C'est de la crédibilité sont économisés tout de suite. La durée du quinquennat. Donc on fait bien les baisses d'impôts d'abord et les économies ensuite. C'est ce qui nous différencie, c'est ce choc fiscal qui est un pari dans la confiance, un pari dans la croissance. L'abaissement de 34 milliards d'euros de charges sur les entreprises va nécessiter et va donner une impulsion très importante et en même temps alléger le poids du fardeau fiscal qui a pesé sur les épaules des Français. 2 grandes lois, donc dès l'été pour Nicolas Sarkozy, pour Alain Juppé. Premier point, essayer de dire effectivement la vérité. Quand on nous dit qu'on va baisser les impôts, mais qu'on fera les économies sur 5 ans, on voit bien qu'il y a un hiatus. Nous, ce qui nous semble essentiel, c'est d'avoir une campagne électorale la plus claire possible, la plus sérieuse possible, loin des effets de meeting. Vous savez, traditionnellement, dans les meetings, on dit beaucoup de choses, beaucoup de slogans, beaucoup de formules, et puis derrière, souvent, il ne se passe pas grand-chose. Droite, gauche, confondues en la matière. Et donc, on veut éviter ça. Alors, notre campagne ne sera peut-être pas la plus sexy qui soit. Elle sera effectivement sérieuse. Il n'y aura peut-être pas les effets de manche, mais au moins derrière, on aura pris des engagements devant les Français. Ils auront validé ces engagements-là. Le débat, c'est la présidentielle. Les référendums dont on parle, c'est la présidentielle sur 5 ou 6 grandes réformes qu'ensuite, il faut mettre en place très rapidement. De notre point de vue, effectivement, via pour partie ordonnance, pour partie des lois, pour avoir bouclé l'essentiel des grandes réformes dans les 6 premiers mois du quinquennat. Nathalie Kosciusko-Morizet, par la voix de Jérôme Perra. Elle pense que naturellement, un grand nombre de réformes sont à mettre en œuvre très vite, le plus vite possible, tout de suite. Et forcément, le choix présidentiel et le choix parlementaire qui suivra 1 mois et demi après sont un contrat avec les Français et un contrat à agir vite. Au-delà, la question était sur la gouvernance. Elle considère qu'il n'y a pas d'homme ni de femme providentielle et que les solutions à l'heure, encore une fois, du numérique sont dans la société française et dans la possibilité pour les Français de les exprimer. C'est pourquoi je ne veux citer qu'une réforme institutionnelle qu'elle propose, mais qui est importante. C'est de créer une chambre des citoyens où, à partir d'un certain nombre de milliers de Français qui feront une proposition de loi, on pourra au moins la faire examiner par le Parlement. C'est une manière de réformer qui vient de la société vers les institutions et vers l'exécutif. C'est aussi très important pour l'avenir. Monsieur Poisson, votre méthode de gouvernance. D'abord, réduire de manière considérable le nombre de membres du gouvernement, afin d'éviter les cacophonies, que les uns se marchent sur les autres, et faire en sorte que le message gouvernemental, dans une période où nous sommes en crise et en tempête, qu'il soit unifié, qu'il soit clair, et que les Français le comprennent. Deuxièmement, je me méfie beaucoup des réformes faites les unes après les autres à toute vitesse. On a connu cet empilement et cette accélération de réformes, là encore, dans le quinquennat de 2007. Un des avantages, c'était qu'une cible qui bouge
est plus difficile à toucher, comme disait l'expression de l'époque. Je crains qu'une cible qui bouge soit difficile à appréhender aussi pour le regard. Donc je suis attentif à ce que les Français soient en situation de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle, de la même manière, je ferai moi aussi, et je fais déjà, un certain nombre de propositions Par exemple claires, courtes, par exemple sur le rétablissement du septennat unique. Ça ne vaut pas pour Très bien. ce mandat-là, mais il me semble impératif de redonner aussi à la fonction de chef de l'État, de président de la République, un poids que les institutions ont perdu, et pour cela, il faut commencer par le haut. Merci à tous les quatre d'être venus. En un mot ou peut-être en deux, le slogan de chacun de vos candidats, Monsieur Ciotti, Tout pour la France. Monsieur Poisson, Le réveil. Monsieur Perra pour Nathalie Gosselin, Nathalie aura un slogan qu'elle vous dira elle-même autour de, qu'elle n'a pas encore dévoilé. autour de la société française et ce qu'elle a de nouveau. Alain Même Juppé, chose, pas encore dévoilé. pas encore dévoilé, mais en préparation. Ah oui, il vaut mieux quand même, oui. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir. Demain,